À 4 heures du matin, près des Canaris, un événement inhabituel se déroule. 57 camions, soi-disant remplis d'aide humanitaire, cachent un arsenal impressionnant. Fusils d'assaut, missiles antiaériens, explosifs. Ibrahim Traoré, le leader militaire, décide de tout exposer. Ce choix soulève naturellement une question. Que signifie-t-il pour l'avenir du Burkina Faso? Ce choix inattendu révèle une situation bien plus complexe qu'une simple saisie de matériel. Cette décision marque un tournant dans la politique sécuritaire du pays. Reste à comprendre quels pourraient être les effets, à court comme à long terme. Le Burkina Faso se trouve à un moment critique. L'interception des camions près des Canaris n'est pas un simple incident isolé. Derrière cette saisie se cache un projet bien plus vaste, impliquant des réseaux internationaux de contrebande, de financement et des complicités locales. Ibrahim Traoré, par sa décision de rendre publiques ces informations, place la sécurité du pays au cœur du débat national. Ce n'est plus seulement une question de matériel saisi, mais de souveraineté nationale. Les enjeux sont énormes, la stabilité politique, la sécurité quotidienne des citoyens et la capacité de l'État à résister aux pressions externes. Ce moment pourrait être un tournant historique pour le Burkina Faso. Si cette crise est gérée correctement, elle pourrait renforcer la légitimité du gouvernement et mettre en lumière des fragilités du système. Mais si mal maîtrisée, elle pourrait conduire à des divisions internes et des tensions diplomatiques. La question est donc de savoir comment Traoré pourra naviguer cette situation complexe et quelles options s'offrent réellement à lui. Le Burkina Faso a été ébranlé par une découverte choquante. 57 camions remplis d'armes et de munitions cachés sous des sacs d'aide humanitaire. Ibrahim Traoré, un jeune leader militaire, a décidé de briser le silence en exposant au grand jour ce matériel. Cette révélation a secoué la scène politique et sécuritaire du pays, avec des implications profondes pour l'avenir. L'opération n'était pas isolée, mais s'inscrivait dans un cadre bien plus vaste, un réseau mondial de trafic d'armes, qui traverse des zones de guerre actives, de la Libye au Yémen et relie des acteurs économiques et diplomatiques. Les autorités burkinabées ont rapidement sécurisé la zone et commencé à collecter des informations cruciales pour comprendre la portée de cette affaire. L'une des premières découvertes a été le montant impressionnant de l'opération. Près de 700 millions de dollars, une somme qui dépasse largement ce qu'un réseau de contrebande ordinaire pourrait accumuler. Ce chiffre a immédiatement attiré l'attention des médias et des experts qui ont vu dans cette affaire un projet structuré, bien organisé et potentiellement dangereux. Les forces de sécurité burkinabées ont ensuite lancé une série de perquisitions dans plusieurs caches suspectes à Ouagadougou où des armes supplémentaires et des documents cruciaux ont été trouvés. Ces révélations ont renforcé l'idée que cette affaire ne se limitait pas à un simple trafic d'armes. Ahmed pourrait être le début d'une opération plus vaste visant à déstabiliser le pays. Au fil des découvertes, une interrogation s'impose. Que cache réellement cette saisie spectaculaire? Et jusqu'où s'étend la menace? Ibrahim Traoré a rapidement compris l'importance de la situation. En tant que chef des forces armées, il savait que l'affaire allait au-delà d'une simple saisie de matériel. Les armes retrouvées étaient liées à des réseaux qui traversaient les frontières du pays, avec des connexions qui remontaient jusqu'à des zones de conflit comme la Libye et le Yémen. Mais Traoré, au lieu de garder cette information secrète, a choisi de la rendre publique, une décision risquée mais stratégique. En assumant cette divulgation, il a non seulement défié les attentes, mais il a aussi instauré un nouveau cadre pour la discussion nationale. Ce choix marquait le début d'une nouvelle approche pour la gestion des crises de sécurité au Burkina Faso. L'impact immédiat de cette décision a été palpable. Les forces de sécurité ont intensifié les contrôles, renforcé la surveillance des frontières et commencé à établir des connexions avec les services de renseignement d'autres pays de la région. Les premières heures suivant la saisie ont vu un flux constant d'informations provenant de diverses agences qui ont permis de dresser un tableau plus clair de l'ampleur du réseau criminel. Cependant, malgré l'optimisme initial, des fissures ont commencé à apparaître. Des failles dans la surveillance frontalière et des soupçons de complicité locale ont émergé, mettant en lumière des fragilités au sein du système. Ces premières heures ont ainsi été marquées par des découvertes importantes.
mais aussi par une série de questions difficiles. Peu à peu, l'enquête a conduit à une question centrale. Qui étaient les acteurs impliqués et jusqu'où le réseau s'étendait-il ? Le déroulement des événements suite à l'interception des 57 camions a été rapide et décisif. Dès les premières heures, les forces de sécurité ont mis en place un périmètre de sécurité et ont commencé à inventorier le matériel trouvé. Ce qui semblait être une simple saisie de contrebande s'est rapidement transformé en un dossier de sécurité nationale. Les autorités ont découvert que le volume des armes et des munitions dépassait largement ce que l'on pourrait attendre d'un simple réseau local de trafic. En seulement 2 jours, une estimation préliminaire a révélé que la valeur totale des équipements interceptés était proche de 700 millions de dollars. Ce montant a choqué les autorités, qui ont vite compris que cette affaire avait des implications bien plus graves. En parallèle, des équipes spécialisées ont commencé à analyser les informations obtenues des chauffeurs arrêtés. Ces derniers ont révélé des détails sur les itinéraires empruntés par les camions qui ont été comparés à d'autres routes suspectes surveillées depuis plusieurs mois. Les premières analyses ont permis de relier les armes à des zones de conflit récentes, ce qui a renforcé l'idée que l'opération avait des ramifications internationales. À ce moment, Ibrahim Traoré a convoqué le Conseil national de sécurité pour informer les responsables politiques de l'ampleur de la situation. C'est à ce moment que la décision a été prise de rendre publiques certaines informations concernant la saisie. Ce geste a été perçu comme un tournant marquant un changement dans la façon dont le pays gérait les crises de sécurité. En exposant les preuves au grand jour, Traoré a voulu montrer qu'il n'y avait rien à cacher, que le pays prenait en main sa propre sécurité. Cependant, ce geste a aussi attiré des critiques. Certains ont estimé que cette révélation avait pour but de distraire l'opinion publique des problèmes internes du pays. D'autres ont vu dans cette affaire une tentative de renforcer la position de Traoré au sein du gouvernement. Quelle que soit l'interprétation, une chose était claire, la situation était bien plus complexe qu'elle ne semblait l'être au départ. Le pays était à un carrefour. Il allait falloir choisir une direction claire et déterminée pour éviter que cette crise ne dégénère en une instabilité plus profonde. Dès lors, l'enjeu devient clair. Cette décision peut-elle ouvrir une nouvelle ère ou au contraire précipiter le pays dans un chaos politique et sécuritaire plus profond? Les premières analyses des armes interceptées près des Canaris ont révélé des données frappantes qui ont transformé l'affaire en une crise de sécurité majeure pour le Burkina Faso. Les 57 camions ne transportaient pas seulement des fusils d'assaut et des missiles, mais des stocks d'armement d'une ampleur bien plus importante que ce que l'on aurait pu imaginer dans le cadre d'un simple réseau de contrebande. Parmi les découvertes les plus choquantes, un chiffre est rapidement ressorti. Près de 25 000 fusils d'assaut AK-47, un type d'armement généralement utilisé par des forces organisées et non des groupes dissidents ou de petits trafiquants. Et ce stock d'armes suffisait à équiper plusieurs unités de combat entières, ce qui a immédiatement changé la donne en termes de menaces pour la sécurité nationale. Mais les armes ne sont pas les seules à avoir suscité l'inquiétude. Un autre chiffre clé a été révélé lors des premières investigations. 13 millions de cartouches. Ce volume de munitions dépasse largement les besoins d'une confrontation isolée. Chaque cartouche impliquait un réseau d'approvisionnement complexe, soutenu par des financements constants et des relais logistiques à travers plusieurs continents. Ce chiffre mettait en lumière une organisation structurée et un projet à long terme, et non pas une opération ponctuelle. En parallèle, les autorités ont découvert des explosifs et des équipements militaires avancés qui, au-delà de leur fonction immédiate, ont témoigné d'une intention de déstabiliser les structures du pays sur le long terme. Mais les découvertes ne s'arrêtaient pas là. Les autorités burkinabées ont également réussi à récupérer des documents qui ont permis de reconstituer une partie du circuit financier. Ces informations ont révélé que des sommes colossales avaient été transférées entre différentes sociétés, écrans et comptes bancaires à travers le Sahel et au-delà, jusqu'en Europe de l'Est. L'estimation des fonds impliqués dans cette opération dépassait largement les 700 millions de dollars. Ce montant a été l'un des facteurs
qui ont permis aux enquêteurs de confirmer que ce trafic d'armes n'était pas un simple acte opportuniste, mais bien une tentative coordonnée de financement de violence à grande échelle. La découverte des numéros de série des armes, partiellement effacés, a également permis de remonter à d'autres conflits actifs dans la région, notamment en Libye et au Yémen. Ces armes provenaient de stocks militaires utilisés dans ces zones de guerre, ce qui indiquait que le réseau de trafic avait des connexions transnationales bien établies. En croisant ces données, les autorités ont pu relier cette affaire à des conflits géopolitiques plus larges, impliquant plusieurs acteurs internationaux. Il devenait évident que ce réseau avait des ramifications bien plus profondes que ce qui était initialement supposé. Ces révélations ont eu un impact immédiat sur les autorités du Burkina Faso. Non seulement elles ont démontré l'ampleur de la menace, mais elles ont aussi mis en évidence la vulnérabilité du pays face à des acteurs externes et internes qui cherchaient à déstabiliser l'ordre public. Ibrahim Traoré, après avoir pris connaissance de ces données, a rapidement convoqué une réunion du Conseil national de sécurité pour évaluer la situation. Les premiers rapports ont montré que cette affaire avait des répercussions bien plus vastes qu'une simple crise de contrebande. Il s'agissait d'une tentative de perturber la souveraineté du pays en exploitant ses faiblesses. Les autorités ont immédiatement renforcé la surveillance des frontières et mis en place des dispositifs de sécurité renforcés dans les zones sensibles. Cependant, malgré ces mesures urgentes, des questions demeuraient. Une incertitude persiste toutefois, si ces armes et munitions étaient destinées à des groupes armés, c'est qui en étaient les bénéficiaires finaux et quel rôle exact jouaient les acteurs internationaux dans cette opération complexe. La réponse à ces questions était cruciale pour déterminer les prochaines étapes de l'enquête et la manière dont le pays pourrait contrer cette menace. Il était devenu évident que cette affaire allait bien au-delà des frontières du Burkina Faso et impliquait des enjeux géopolitiques majeurs. À mesure que les détails de l'affaire se dévoilaient, deux arguments opposés ont commencé à émerger parmi les analystes et les observateurs internationaux. Le premier, soutenu par certains experts en sécurité, affirmait que l'opération de saisie des camions était avant tout une mise en scène politique. Selon cette hypothèse, le gouvernement de Ibrahim Traoré aurait voulu amplifier la portée de l'incident pour justifier un renforcement du contrôle de l'État et légitimer ses actions sur la scène internationale. Ce point de vue repose sur l'idée que la circulation d'armes dans le Sahel est une réalité bien plus ancienne et diffuse, et que le montant et la quantité d'armement saisis ne suffisent pas à prouver l'existence d'une conspiration mondiale. Certains estiment que cette saisie n'était qu'une opportunité pour le gouvernement de détourner l'attention des problèmes internes du pays, tels que l'instabilité économique et les difficultés sociales. De plus, les analystes soutenant cette théorie avancent que la fragmentation des cargaisons affaiblit l'idée d'une opération coordonnée et centrale, suggérant plutôt une dynamique de contrebande opportuniste. En revanche, le second argument, appuyé par une partie de la communauté internationale et des experts en géopolitique, repose sur l'idée d'un réseau bien structuré et transnational. Ces analystes affirment que les connexions entre les zones de conflit, les transferts financiers complexes et l'identification des armes provenant de conflits actifs en Libye et au Yémen sont des preuves évidentes d'une orchestration coordonnée. Ils soulignent que le volume des armes et des munitions dépasse largement ce qu'un simple réseau opportuniste pourrait accumuler. L'hypothèse d'un projet à long terme visant à déstabiliser le pays et à instaurer une forme de guerre par procuration semble alors plus plausible. Selon cette perspective, les éléments recueillis, notamment les numéros de série des armes, les flux de financiers et les connexions internationales, forment un réseau complexe qui va au-delà des intérêts d'un seul groupe. Ces experts insistent sur le fait que le Burkina Faso fait face à une tentative réelle de déstabilisation orchestrée par des forces extérieures cherchant à tirer profit des faiblesses du pays. Face à ces deux interprétations, la réalité se trouve probablement au carrefour des deux. Les éléments disponibles suggèrent une coordination internationale des trafiquants, mais aussi une exploitation politique locale de l'incident. Cependant, les faits concernant la traçabilité des armes et la stratégie logistique impliquée dans l'opération
laisse penser que la vérité se trouve bien au-delà d'une simple manœuvre politique. La question n'est donc pas de savoir si l'opération est manipulée, mais comment le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, peut utiliser ces informations pour renforcer sa position nationale et internationale face à la menace. À ce moment de l'enquête, une révélation clé a profondément changé la donne. L'existence d'un gouvernement fictif, déjà prêt à être activé par les conspirateurs. Cette découverte, apparemment anodine au départ, a fait basculer l'affaire d'une simple opération de contrebande vers une tentative plus systématique de renversement institutionnel. Les documents retrouvés parmi le matériel saisi, détaillant une structure gouvernementale illégale, ont été un véritable choc pour les autorités burkinabées. Ces papiers ont révélé des noms, des contacts et des organisations qui semblaient prêts à prendre le pouvoir en cas de déstabilisation. Cela a montré que le réseau impliqué ne se contentait pas de financer une insurrection, mais qu'il préparait une alternative politique prête à émerger une fois les forces de l'ordre et l'administration affaiblies. Cette révélation a aussi clarifié les liens entre les acteurs locaux et internationaux, et la nature de la manipulation géopolitique. Ibrahim Traoré, face à cette découverte, a renforcé ses efforts pour exposer au public cette menace imminente, tout en consolidant le soutien national et international. Cette prise de conscience a marqué un tournant dans l'enquête, soulignant l'ampleur de la menace à laquelle le Burkina Faso faisait face. Les conséquences immédiates de l'affaire ont été multiples et se sont manifestées à différents niveaux. Au niveau national, la saisie des 57 camions a provoqué une réaction rapide des forces de sécurité qui ont renforcé la surveillance des frontières et intensifié les contrôles sur les routes commerciales. Cette réactivité a montré un changement significatif dans la gestion des crises par le gouvernement burkinabé. Toutefois, cette première victoire a également mis en lumière plusieurs faiblesses structurelles, notamment des lacunes dans le renseignement et la surveillance des activités illégales à la frontière. Ces failles ont créé une pression supplémentaire sur Ibrahim Traoré, qui devait maintenant naviguer entre renforcer la sécurité et éviter de susciter des tensions internes qui pourraient affaiblir son pouvoir. Au niveau économique, l'impact a été ambivalent. À court terme, l'exposition publique de cette affaire a généré de l'instabilité. La confiance des investisseurs a été ébranlée et le marché local a connu une volatilité accrue avec une dépréciation de la monnaie nationale. Toutefois, la transparence dans la gestion de la crise a aussi permis de rétablir un certain contrôle, attirant de nouveaux partenaires régionaux intéressés par la sécurité et la reconstruction du pays. L'ouverture vers des collaborations alternatives a renforcé l'idée que, même face à une menace majeure, le Burkina Faso pouvait tirer parti de cette situation pour se réorganiser sur le plan économique. Sur le plan social, l'affaire a renforcé la vigilance collective. Les citoyens, qu'ils vivent en milieu urbain ou rural, ont pris conscience des dangers qui pesaient sur leur sécurité. Les discussions dans les écoles, les marchés et au sein des familles ont amplifié un sentiment de solidarité et de responsabilité partagée face à la préservation de la souveraineté du pays. En outre, la reconnaissance des forces de sécurité, longtemps critiquées, a connu un renouveau. La société civile a commencé à voir ces institutions non seulement comme des acteurs de maintien de l'ordre, mais aussi comme des garants de la stabilité du pays. À l'échelle régionale, l'affaire a eu des répercussions immédiates. Les pays voisins, comme le Mali et le Niger, ont renforcé leur propre surveillance et ont commencé à échanger davantage d'informations sur les réseaux de contrebande. Cette coopération accrue a permis de démanteler plusieurs réseaux similaires dans la région, illustrant ainsi l'impact positif de la transparence et de l'action coordonnée dans la lutte contre le trafic d'armes et les groupes armés. Les instances africaines ont cité le Burkina Faso comme un exemple de résilience et d'initiative dans la gestion des crises sécuritaires. La coopération transnationale a pris un nouveau tournant, consolidant l'idée que la stabilité d'un pays est étroitement liée à sa capacité à s'adapter aux menaces extérieures tout en renforçant ses propres institutions. Dans ce contexte, l'histoire de l'interception des camions a dépassé le cadre d'un simple événement national.
elle est devenue un symbole de lutte pour la souveraineté et la sécurité collective, un modèle pour d'autres nations confrontées à des menaces similaires. Le leadership de Ibrahim Traoré, même si controversé, a donné une direction claire pour le pays, renforçant l'idée que la gestion de la crise passait par une action unifiée et déterminée. Les répercussions de cette affaire se sont également faites sentir au niveau diplomatique. Les relations avec certaines puissances extérieures ont été mises à l'épreuve, mais l'agilité diplomatique du gouvernement burkinabé a permis de maintenir des partenariats solides, en particulier avec les pays voisins. Cependant, le défi demeure pour le Burkina Faso. Comment capitaliser sur cette victoire pour créer un futur plus stable tout en gérant les pressions géopolitiques croissantes? Seyo. Le pays se trouve à un tournant où chaque décision pourrait influencer son avenir à long terme. Alors que le Burkina Faso se remet de la crise provoquée par l'interception des camions, en met 3 trajectoires possibles émergent pour les 6 à 12 prochains mois. Chacune de ces trajectoires présente des défis différents et des résultats potentiels contrastés en fonction des choix que fera le gouvernement de Ibrahim Traoré. Le premier scénario envisage une trajectoire de continuité. Dans ce cadre, le gouvernement parvient à stabiliser la situation sans changements radicaux. La réorganisation de la sécurité, bien que nécessaire, est lente et progressive. Les autorités renforcent les contrôles à la frontière, mais le pays continue de lutter contre les défis économiques internes, notamment l'inflation et le chômage. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso réussit à maintenir ses relations avec ses partenaires régionaux tout en cherchant à obtenir davantage de soutien international pour ses initiatives sécuritaires. Cependant, la situation interne demeure fragile et les tensions politiques pourraient ressurgir si les réformes économiques ne produisent pas de résultats tangibles. Dans ce scénario, le pays pourrait se stabiliser, mais sans percée significative en matière de développement. Le second scénario, plus optimiste, imagine une trajectoire de transformation. Dans cette version, l'affaire des camions a servi de catalyseur pour des réformes profondes. Le gouvernement de Traoré réussit à capitaliser sur l'élan créé par la crise pour initier des réformes économiques et sociales ambitieuses. Des investissements dans les infrastructures et la sécurité sont réalisés et le pays commence à se diversifier économiquement. C'est l'ouverture de nouveaux partenariats régionaux et internationaux permet au Burkina Faso de sortir partiellement de l'isolement et de renforcer sa position diplomatique. Cette trajectoire suppose que le pays puisse maintenir une croissance stable, réduire la corruption et renforcer la cohésion sociale. Cela permettrait au Burkina Faso de devenir un modèle de souveraineté renforcée dans la région du Sahel. Le troisième scénario envisage une trajectoire plus sombre dans laquelle la crise se transforme en une instabilité prolongée. Malgré les efforts de Traoré, les pressions économiques et géopolitiques se renforcent. Des sanctions internationales pourraient être imposées, exacerbant la situation économique du pays, tandis que des tentatives internes de déstabilisation, soutenues par des forces extérieures, continuent à miner la stabilité du gouvernement. Le pays pourrait voir une montée de l'extrémisme et de la violence, ce qui entraînerait des divisions sociales et des éruptions de conflits. Cette trajectoire montre les risques d'un échec à capitaliser sur la crise et à utiliser les opportunités qu'elle a créées pour transformer positivement le pays. Chacune de ces trajectoires présente des défis et des opportunités. Le choix de la direction que prendra le Burkina Faso dépendra en grande partie de la capacité du gouvernement à gérer les tensions internes et externes, à prendre des décisions audacieuses pour sécuriser son avenir et à rester cohérent face aux pressions géopolitiques croissantes. Le rôle d'Ibrahim Traoré sera crucial dans ce processus, et ses actions au cours des mois à venir détermineront l'avenir du pays. L'affaire des camions interceptés a marqué un tournant non seulement pour les autorités burkinabées, mais aussi pour la population qui a pris conscience de l'importance de la souveraineté et de la sécurité nationale. Les répercussions de cette crise, qui semblait d'abord limitée à des cercles politiques et militaires, se sont rapidement propagées dans les communautés locales, urbaines comme rurales. Dans les villes,
les discussions se sont multipliées autour de la question de la sécurité nationale. Les citoyens, autrefois distraits par les préoccupations quotidiennes, ont commencé à s'interroger sur les fragilités du pays face à des menaces extérieures. Le rôle des forces de sécurité, souvent critiquées par le passé, a été réévalué. Leur action rapide et leur capacité à éviter une crise plus profonde ont été saluées, et la perception des autorités a changé. Toutefois, les attentes de la population restent élevées. Si le gouvernement souhaite maintenir ce soutien, il doit répondre à ces attentes en améliorant les conditions de vie et en garantissant une stabilité durable. Dans les zones rurales, l'affaire a provoqué un sentiment de responsabilité accrue. Les communautés, souvent éloignées des centres de décision, ont vu leur rôle renforcé dans la protection de la souveraineté nationale. Le partage d'informations sur les mouvements suspects et la vigilance de chacun deviennent essentiels. L'événement a agi comme un catalyseur pour un changement de mentalité, où la sécurité n'est plus perçue comme une responsabilité exclusive de l'État, mais comme un effort collectif. Pour les jeunes, l'affaire a ouvert la voie à des débats plus profonds sur l'autonomie, l'avenir et le rôle des générations futures dans la préservation de la souveraineté nationale. Les écoles, les universités et même les radios communautaires sont devenus des lieux où l'on discute de ces enjeux de manière plus active. L'impact de cette crise dépasse ainsi le cadre militaire et économique, touchant également la conscience politique et civique des citoyens. Il est désormais clair que la relation entre l'État et la population a évolué. Cette crise a ouvert les yeux de nombreux Burkinabés sur la nécessité d'une vigilance permanente et d'une participation active à la protection du pays. Face à la crise déclenchée par l'interception des camions, le Burkina Faso a besoin d'une feuille de route claire et détaillée pour sortir de cette situation de manière durable et positive. Les autorités, sous la direction d'Ibrahim Traoré, ont déjà pris des mesures immédiates pour sécuriser les frontières et renforcer les capacités des forces de sécurité. Cependant, pour garantir une stabilité à long terme, plusieurs étapes clés doivent être suivies. La première étape consiste à consolider la sécurité intérieure en renforçant la coopération entre les différentes agences de renseignement. Le partage d'informations entre les forces d'armée, les services de police et les services de renseignement est crucial pour détecter et prévenir les menaces futures. Une coordination plus étroite avec les pays voisins permettra également de contrer plus efficacement les réseaux de trafic transnationaux. Et la deuxième étape est la gestion des ressources saisies. Une partie des armes et du matériel récupéré pourrait être réutilisée pour moderniser l'équipement des forces de sécurité, tandis que l'autre pourrait être fondue et réinvestie dans des secteurs clés tels que l'éducation et la santé. La transparence dans la gestion de ces ressources sera essentielle pour maintenir la confiance de la population. Troisièmement, une action rapide sur le plan économique est nécessaire pour stabiliser la situation. La crise a provoqué une instabilité économique, mais le pays peut en sortir en diversifiant ses sources de financement, notamment en attirant de nouveaux investisseurs intéressés par les secteurs stratégiques comme l'agriculture et l'industrie. La mise en place de réformes fiscales et la modernisation des infrastructures économiques renforceront la résilience du Burkina Faso. Enfin, une communication publique claire et régulière est essentielle pour éviter la propagation de rumeurs et pour maintenir l'engagement de la population. Les autorités doivent être transparentes sur les progrès réalisés et les défis à surmonter, tout en maintenant un dialogue ouvert avec les citoyens. Le parcours de cette solution nécessite un engagement collectif, une vision à long terme et une volonté politique ferme. Si ces étapes sont suivies avec rigueur, le Burkina Faso pourra transformer cette crise en une opportunité de renforcement de sa souveraineté et de son développement. L'interception des camions chargés d'armes le 16 août 2025, ça a été un tournant décisif dans l'histoire récente du Burkina Faso. Ce moment en apparence anodin est devenu le symbole d'une nation qui refuse de se laisser déstabiliser par des forces extérieures. Ibrahim Traoré, en prenant la décision audacieuse de rendre public le matériel saisi, a transformé ce qui aurait pu être un incident local en un acte de résistance collective. Cette crise a permis de réaffirmer que la souveraineté nationale n'est pas un concept abstrait,
mais une réalité concrète, façonnée par les actions de chacun. Le peuple burkinabé, du plus haut niveau politique aux citoyens des zones rurales, a compris que la stabilité du pays dépend de la vigilance et de la solidarité de tous. Chaque geste, chaque décision compte dans la préservation de la paix et de l'ordre. Au-delà de la simple gestion de crise, cet événement a aussi été un appel à l'unité nationale. Les forces de sécurité, longtemps critiquées, sont devenues des symboles de résilience et de détermination. Le Burkina Faso, à travers cette épreuve, a montré sa capacité à se relever et à construire un avenir fondé sur des principes de transparence, de responsabilité et de coopération. Ce n'est qu'ensemble que le pays pourra continuer à avancer plus fort et plus uni que jamais. Le Burkina Faso se trouve à un moment crucial de son histoire. Après avoir évité une crise majeure, le pays a démontré sa capacité à faire face aux menaces extérieures et à se relever. Mais cette épreuve n'est qu'une étape. La véritable question est maintenant de savoir comment le pays va transformer cette expérience en une opportunité pour bâtir un avenir meilleur. Les défis sont encore nombreux, mais ils ne sont pas insurmontables. Le Burkina Faso a l'opportunité de redéfinir ses priorités, de renforcer ses institutions et de construire une société plus unie et plus résiliente. Les décisions prises aujourd'hui détermineront l'avenir du pays pour les années à venir. Il est temps de faire un choix. Continuer sur la voie de l'unité et de la coopération ou risquer de laisser les divisions et les tensions internes fragiliser les avancées obtenues. Chacun peut alors s'interroger sur la manière de contribuer à son échelle à la stabilité et à la prospérité du Burkina Faso. Votre engagement, vos idées et vos actions peuvent en faire la différence. Ensemble, il est possible de construire un avenir solide, fondé sur la paix et la souveraineté retrouvée.